Cette émission est une présentation de IGA Famille Paquette de Trois-Rivières. Les IGA d'Eschenaux et des Forges proposent une gamme de produits en vrac, sans gluten, végé, ainsi que biologique. Bonjour et bienvenue à Manger Santé, guide simplifié. Cette semaine, on parle de comfort food ou de plats réconfortants. Tout le monde a ses préférés en ce qui a trait au comfort food et il y a certains incontournables qui font l'unanimité, mais malheureusement, souvent les plats très populaires sont aussi très peu santé. Donc aujourd'hui, on veut remédier à ça avec des plats qui vont nourrir autant votre âme que votre corps. Qu'est-ce qui définit un plat réconfortant, un plat comfort food? Bien, souvent, c'est des plats qui nous ramènent à notre enfance, mais malheureusement, c'est aussi souvent des plats qui sont très gras, très salés, très sucrés. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on va tenter de mettre de côté en trouvant des alternatives plus santé. Mais avant tout, je veux quand même vous faire une petite note sur le fait que tout est dans l'équilibre. Je tiens vraiment à vous dire ça. Donc évidemment, de temps à autre, si vous avez envie de vous permettre la version totale et non santé du plat qui vous fait plaisir, s'il vous plaît, permettez-vous-le, parce que souvent, si on s'empêche toujours, exemple, un gros gâteau au chocolat, on va prendre des petites alternatives qui ne sont pas tout à fait satisfaisantes et qui sont à moitié santé. Donc moi, j'aime mieux quand les gens mangent santé la plupart du temps et quand ils ont vraiment envie de leur gros gâteau au chocolat, bien là, qu'ils se fassent la vraie version là, de grand-mère, la vieille recette avec des ingrédients moins santé, mais qui sont vraiment satisfaisants. Outre le fait que les plats réconfortants sont souvent gras, salés ou sucrés, un autre problème avec le comfort food, c'est quand on l'utilise comme béquille pour gérer nos émotions. Donc parfois, on va revenir du boulot, on va être stressé, on va être fatigué, des fois, on va avoir de la colère envers notre patron. Donc là, on va se dire « Ah, je mérite un bon souper ou un verre de vin ». Effectivement, parfois, ça fait du bien de se gâter. Mais le problème, c'est lorsque la nourriture ou l'alcool deviennent des béquilles systématiques au lieu de gérer nos émotions. Donc, on voit souvent ça avec la nourriture. Les gens vont vraiment activer le centre de récompense. Donc, on mange pour se sentir mieux, mais on ne gère pas nos émotions. Donc, ça peut devenir problématique. Je vais vous donner quelques trucs pour justement mieux gérer vos émotions lorsque vous avez envie de manger, mais que vous réalisez que vous n'avez peut-être pas vraiment faim et c'est que vous êtes en colère, frustré, vous vous sentez seul. Il y a des choses que vous pouvez faire. Un truc qui fonctionne très bien, c'est la règle du 5 minutes, qui est une règle qui est souvent proposée par les nutritionnistes ou les psychologues. Et donc, c'est de se donner 5 minutes avant de se tourner vers l'aliment qui nous fait envie. Exemple, moi, je suis fatiguée, je suis frustrée, je suis stressée, j'ai envie d'un biscuit au chocolat. Je me donne le droit de prendre ce biscuit-là, de le manger, mais je me donne 5 minutes avant de me tourner vers mon biscuit. Donc, pendant ces 5 minutes-là, j'ouvre un livre, je me fais couler un bain, je vais prendre une marche, peu importe, mais l'idée, c'est que j'attends 5 minutes et souvent, ces 5 minutes-là fait toute la différence. Au bout de 5 minutes, je vais réaliser que je n'ai pas vraiment faim et je n'ai pas besoin du biscuit. Ce qui fonctionne très bien aussi, c'est le verre d'eau. Pendant ces 5 minutes-là, vous assurez de vous hydrater. Parfois, on a une sensation de faim, mais on n'a pas vraiment faim, c'est qu'on est déshydraté. Donc, pensez à prendre un bon verre d'eau aussi pendant que vous prenez votre 5 minutes de pause avant de vous assurer que vous avez vraiment envie de votre fameux biscuit. Et là, je fais du pouce sur la règle du 5 minutes pour vous parler de pleine conscience. Parce que la pleine conscience peut être un allié important lorsqu'il est question de bien gérer vos émotions et d'éviter de vous tourner vers la nourriture lorsque vous vous sentez frustré, fatigué, stressé, en colère. Donc, pensez à la méditation, à la respiration, au yoga, entre autres, et intégrez ce type de pratique-là au quotidien pour que lorsque survient un moment où il y a des émotions négatives qui vous plaisent plus ou moins, qui remontent, vous utilisez la pleine conscience. C'est là que vous sortez vos exercices de respiration, de méditation, au lieu de vous tourner vers la nourriture. Évidemment, je ne peux pas aborder le terme du comfort food et du lien entre les émotions et l'alimentation sans mentionner les troubles alimentaires. Si vous ou une personne que vous aimez présentez des signes plus extrêmes au niveau de la relation négative, une relation malsaine entre l'alimentation et vos émotions, là, évidemment, moi, je vous conseille de peut-être consulter, d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans les troubles alimentaires
pour vous assurer de garder une belle relation saine avec l'alimentation. Comme toujours, je vous propose quelques lectures et la première, elle est différente un peu parce que ce n'est pas un livre de recettes, c'est un livre de croissance personnelle de Lise Bourbeau, une auteure que j'aime beaucoup qui avait écrit le best-seller Écoute ton corps. Celui-là s'appelle Écoute et mange. Donc, évidemment, on va vraiment en profondeur dans le lien entre l'alimentation et les émotions. On va parler de boulimie, d'anorexie, donc de troubles alimentaires, de prise de poids, de compulsion. On va vraiment donner des trucs pour aller au fond des blessures qu'on porte qui activent les émotions finalement, qui nous amènent à manger. Donc, belle lecture si vous voulez faire de la croissance personnelle et mieux manger en même temps. Une autre suggestion lecture, c'est un autre livre d'ici, Caroline Dumas, le livre Soupe Soupe. Donc, Caroline Dumas, c'est la fondatrice du restaurant Soupe Soupe. Évidemment, vous l'aurez deviné, c'est un livre où on présente beaucoup de recettes de soupe, mais aussi des salades, des desserts, des sandwichs. Ce que j'aime des soupes, c'est que oui, c'est réconfortant, mais ça peut être très santé avec beaucoup de légumes, parfois des fruits, des graines, des noix. Vraiment une belle suggestion. Moi, j'aime beaucoup. Je vous le recommande chaudement. On poursuit avec un reportage relié au thème du jour. Aujourd'hui, on fait plaisir aux dents sucrées et on se rend à Saint-Narcisse pour rencontrer la fondatrice de l'entreprise La Fabrique Gourmande, Isabelle Magny. Isabelle, merci de nous recevoir. Ça me fait tellement plaisir. J'aimerais que tu commences par me parler un peu de ta démarche, ce qui t'a amené à créer La Fabrique Gourmande. Oui, bien dans le fond, moi j'ai comme deux vies professionnelles. Ma première comme technicienne en diététique, que j'ai travaillé pendant 7 ans là, comme technicienne, surtout en centre hospitalier. Mais j'aimais beaucoup la gestion. Ensuite, j'ai été faire des études en administration. Puis finalement, j'ai décidé de poursuivre. J'ai fait le certificat, le bac en entrepreneuriat, puis la maîtrise en gestion des PME. Puis, à un moment donné, là, c'est vraiment des concours de circonstances qui ont fait en sorte que j'ai quitté Desjardins parce que j'avais envie de faire autre chose, mais je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire exactement, jusqu'au jour que j'ai compris que je voulais autant être technicienne en diététique que faire de la gestion. J'enseignais aussi en lancement d'une entreprise, puis à chaque fois que je discutais avec les élèves, bien, on parlait des inventaires. Je leur donnais l'exemple d'une entreprise qui est petit biscuit, l'inventaire, c'est de la farine, du sucre, du lait, etc. Puis, à un moment donné, les promoteurs ils me disaient, bien, quand est-ce que tu lances ton entreprise? Puis, tout ça a fait en sorte que j'ai dit, bon, bien, je vais m'asseoir, je vais faire mon plan d'affaires, je vais regarder qu'est-ce qui est possible. Et finalement, bien, ça donnait quelque chose qui était viable. Et j'ai démarré l'entreprise là, en novembre 2016. Il y a un aspect santé, je pense, là, dans la mission d'entreprise. Bien, oui, moi, ce que je veux, là, c'est qu'on puisse manger sainement, du nutritif, mais qui goûte bon. Parce que ce que je trouvais, moi, au départ, c'est que c'était difficile d'avoir des produits qui étaient autant bon goût, mais qui avaient des valeurs nutritives intéressantes. Puis encore moins des produits sur le marché là, qui étaient faits avec des ingrédients locaux. Puis on le sait que la qualité, quand c'est frais, bien, ça vient ajouter là, des aspects. Ça a une valeur ajoutée, en fait. Là. Tout à fait. Puis veux-tu me parler un peu de ta gamme de produits? Oui, bien, en fait, on a autant des produits pour la collation, le déjeuner, le dessert. 4 saveurs de craquelin. On en a également une sorte qui est sans sodium. Au niveau collation, tu as d'autres options, je pense aussi. Oui, des biscuits qui sont, dans le fond, c'est des biscuits que le poids est en fonction des références de Santé Canada. Fait que c'est des biscuits qui vont être soutenants. Ils sont faits avec des farines entières, moins de gras, moins de sucre, généralement sucrés avec un sucre naturel comme le miel et le sirop d'érable. Toujours des produits locaux. On a aussi une barre collation. On a les granolas qu'on peut manger autant au déjeuner qu'en collation. Et on a les muffins aussi là, qui sont maintenant disponibles depuis quelques mois. On parle beaucoup des ingrédients depuis tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont locaux? Je pense que tu as vraiment un aspect local très important au niveau de ta philosophie. Oui, moi, ma priorité, c'est d'avoir des ingrédients locaux. Toutes les farines sont locales. Elles proviennent du moulin La Pierre à Saint-Norbert d'Arthabasca. C'est des farines qui sont biologiques. La différence, là, est vraiment dans la fraîcheur. Là. Quand je m'en vais au moulin, j'arrive, c'est pas rare, là, comme on dit, ça a été fait hier. Le miel aussi, qui est le miel de l'entreprise Miel des Trois-Rivières.
sirop d'érable biologique de Sainte-Tech. J'essaie vraiment là, de naviguer à 160 km autour. Fait que ça, c'est toujours la priorité. Trouver un ingrédient local, biologique, si c'est disponible. Ensuite, on va regarder les saveurs parce que malgré le fait qu'un produit est biologique, bien, des fois, on va préférer une saveur différente à un produit qui est similaire. Alors là, je vais commencer un biscuit citronné sucré, qui est un biscuit qui est fait avec un peu de beurre, mais aussi avec un ingrédient local qui est l'huile essentielle de citron biologique de chez Pranassens à Sainte-Geneviève. Pour les gens qui veulent se procurer tes produits, ils peuvent venir ici, te pignon sur rue à Saint-Narcisse. Oui. Sinon, veux-tu me parler, je pense qu'il y a une boutique en ligne, entre autres? Oui, dans le fond, on peut autant commander en ligne et venir chercher ici que de faire livrer par Poste Canada, parce qu'on livre partout au Québec. On peut venir également ici à la boutique. On a des points de vente, alors on peut consulter le site web pour connaître l'ensemble des points de vente. Et l'été, bien, on est toujours au marché champêtre de Saint-Narcisse, qui est un très beau marché d'été. Merci Isabelle. Merci à toi. Alors, on se lance dans notre première recette de la semaine. C'est un dessert. Dans les plats réconfortants, on a souvent des plats sucrés, mais malheureusement, le sucre, ça peut créer une dépendance qui est aussi forte que la cocaïne. D'ailleurs, si vous vous intéressez aux desserts santé, je vous conseille fortement d'aller revoir nos archives de l'an passé. On avait fait un épisode complet sur les desserts santé et je vous avais vraiment parlé là, de tous les effets négatifs du sucre sur notre santé. Donc, cette semaine, on tente de pallier à ça. Et là, j'ai utilisé de l'aquafaba. L'aquafaba, c'est le liquide qu'on retrouve dans nos boîtes de conserve de pois chiches. Donc, si vous achetez une boîte de pois chiches, une boîte de conserve, vous conservez le liquide et en le mettant au mélangeur, une bonne durée, il a tourné à peu près 10 minutes. Donc, c'est quand même un peu long, mais ça fait exactement comme des blancs d'œufs lorsqu'on les monte en neige. Donc là, j'ai des pics fermes. On a vraiment une super belle texture et ça ne peut pas être plus simple. Pour faire une mousse au chocolat, on vient tout simplement ajouter notre chocolat. Donc aujourd'hui, moi, j'ai utilisé du chocolat noir, 70 % pour garder une mousse le plus santé possible, donc ayant le moins de sucre possible. Et là, vous pourriez aromatiser votre mousse. Aujourd'hui, moi, j'utilise seulement mon chocolat 70 et mon aquafaba qui a été monté en neige ferme, mais vous pourriez mettre du triple sec, des zestes d'orange. Donc, vraiment, vous pouvez l'aromatiser à ce que vous voulez. Et là, c'est très, très simple. Donc, le truc, premièrement, lorsque vous faites fondre votre chocolat, c'est de le laisser refroidir un peu. Là, j'ai triché aujourd'hui avec la télé, la magie de la télé, évidemment. Ma mousse est déjà montée et je vais ajouter mon chocolat qui est déjà fondu. Mais pour être très franche, il est un petit peu chaud encore, donc ça se peut que ma mousse descende un tout petit peu. S'il est très chaud, ça se peut vraiment que vous perdiez votre mousse. Sinon, s'il est juste tiède, ce qui va arriver, au pire, c'est que ça va descendre un petit peu. Mais je vais vous montrer tout à l'heure dans le résultat final. Ça descend un peu, mais ce n'est pas dramatique. On ne perd pas notre mousse. Donc, l'étape cruciale, qui est la seule étape vraiment importante à ce stade-ci, c'est que je viens ajouter mon chocolat à ma mousse. Et là, je vais vous montrer, une fois que j'ai plié, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Et là, je plie vraiment. Donc, quand on parle de plier, là, on fait vraiment un mouvement de rotation où on fait entrer l'air. On ne veut pas perdre le nuage qu'on a créé avec notre aquafaba. Et donc, vous voyez, là, dans ce cas-ci, mon aquafaba était bien froid et mon chocolat est encore chaud. Donc, j'ai un petit peu plus de difficulté à le faire pénétrer. Donc, je vais le travailler un peu plus. Alors, voilà le résultat final. Ici, c'est ma mousse avant d'aller au frigo 2 heures pour qu'elle soit bien ferme. Et là, je vais être très honnête avec vous, mon chocolat est encore un peu chaud, donc ma mousse a tombé un peu. Vous voyez, c'est pas très grave. Une fois prise au frigo, là, elle va être délicieuse et la texture va être hyper intéressante quand même. Je vous montre le résultat final une fois pris au frigo. Donc là, j'ai mis des petites feuilles de menthe. Vous pourriez aromatiser, comme je disais, même avec de l'essence de menthe, essence d'amande. C'est super intéressant.
Alors, on continue dans nos plats réconfortants. On s'en va se faire une casserole avec des légumes grillés, des pâtes au grain entier, une bonne béchamel maison. Pour avoir les recettes de l'émission, pour en savoir plus sur mes services et pour connaître les dates de mes ateliers et retraites santé, je vous invite à visiter ma page Facebook. Alors, on poursuit avec nos plats réconfortants et là, on se fait une délicieuse casserole dans laquelle on va venir mettre des lentilles, des légumes grillés, des pâtes de grain entier. Vous allez voir, oui, il y a plusieurs étapes, mais en étant efficace, ça reste relativement simple. Donc, la première étape, pour être efficace, c'est de faire griller nos légumes. Là, évidemment, j'ai triché avec la magie de la télé, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 plaques. Évidemment, vous pourriez utiliser n'importe quel légume qui vous fait plaisir, donc entre autres, des épinards, ça serait délicieux là-dedans, des petits pois aussi, de la courge. Mais aujourd'hui, j'ai utilisé brocoli, oignons, asperges et champignons. Ce que j'ai fait, j'ai préchauffé mon four à 350 et pour mon brocoli et mes oignons, je les ai mis sur la plaque du haut, la grille du haut, pardon, dans le four pour que ça grille un petit peu plus longtemps et à une cuisson un petit peu plus intense puisque c'est des légumes qui prennent un peu plus longtemps à cuire. Juste en dessous, j'ai mis ma plaque avec mes petites asperges et mes champignons. Et là, vous voyez mes champignons, une fois séchés, une fois déshydratés au four, ils ont perdu un peu de volume. Donc, si vous êtes très champignons, vous pourriez en mettre beaucoup. Mais bref, j'ai mis tout ça environ 20 minutes à 350. Mais dès qu'il était parti, j'ai pu passer à l'étape des pâtes. Donc, c'est pour ça que je vous en parle au début, les légumes. Partez le four tout de suite, faites-les griller. Pendant ce temps-là, vous pouvez cuire vos pâtes de grains entiers. Et j'ai triché, évidemment, mes pâtes sont cuites, sont prêtes, donc je les mets de côté. Ce qu'on va faire pour l'instant, c'est préparer notre béchamel. Sauce qui souvent va être très grasse, très salée lorsqu'elle est achetée en magasin. Faite maison, on va la faire avec des grains entiers, avec un lait végétal, donc ça va être super intéressant au niveau nutritif. Donc, je débute avec mon corps gras. Aujourd'hui, j'ai encore une fois utilisé mon huile de coco désodorisée parce que je ne veux pas de goût de coco dans ma casserole, mais vous pourriez prendre une huile d'avocat qui résiste bien à haute température aussi, ça fonctionnerait bien. Donc là, je l'ai fait fondre, elle est déjà fondue dans ma poêle, je vais repartir ma poêle doucement et là, je vais venir mettre ma farine. Évidemment, vous allez avoir toutes les quantités là, sur le site de ma TV et ma page Facebook comme d'habitude. Aujourd'hui, moi, j'ai utilisé des grains entiers parce que je veux faire ma recette le plus santé possible. Si vous avez peur que ça soit un petit peu trop intense au niveau du goût, vous pourriez faire moitié-moitié. Donc, vous pourriez prendre moitié farine blanche, moitié farine de grains entiers. Et rappelez-vous, si vous voulez vous faire une version sans gluten, parce que les pâtes que j'ai utilisées sont sans gluten, vous pourriez prendre une farine sans gluten aussi. Donc, pour démarrer ma béchamel, je viens mettre ma farine dans mon corps gras. Et là, je vais monter mon feu, un peu. Et je vais venir mélanger. Dans le fond, le but, là, c'est vraiment de faire griller ma farine dans mon corps gras. Et pendant que ça réchauffe un peu, je veux vous parler du liquide que j'utilise aujourd'hui pour ma béchamel. Vous pourriez prendre un lait régulier. Moi, j'ai pris un lait végétal. Aujourd'hui, c'est un lait de cachou. Et l'important, lorsque vous faites votre roux comme ça, là, on voit que ça commence à chauffer. Quand vous allez être prêt à rajouter votre lait, c'est de l'avoir fait chauffer un peu. Ajoutez-le pas très froid. Pour que ça fonctionne bien, on veut qu'il soit chaud. Donc là, vous voyez, ma farine commence à griller un petit peu. Je vais attendre encore un petit peu. Assurez-vous, si vous prenez un lait végétal comme moi, par contre, de prendre un lait qui n'est pas aromatisé à la vanille ou qui n'est pas sucré, sinon vous allez être déçu un peu du goût de votre béchamel. Donc, ça grillait quand même de façon intéressante. Donc là, je garde ça quand même à feu moyen doux, un petit peu plus bas que moyen. Et je vais venir ajouter mon lait doucement. Et là, entre les additions, je veux bien cuire, je veux bien réchauffer parce que l'idée, c'est de garder la consistance crémeuse de ma sauce. Ah, vous voyez, c'est pas long. Dès qu'on ajoute du lait, là, avec la farine, on vient vraiment amener une texture très épaisse. Si jamais ça fait des grumeaux, vous pourriez prendre un fouet pour faire la sauce. Moi, en général, là, à la cuillère de bois, je trouve que ça se fait quand même bien. Donc, je vais l'ajouter doucement. Pour ajouter un beau goût d'automne, d'hiver, de réconfortant finalement, même si vous faites la recette en été ou au printemps, je vais ajouter de l'ail, évidemment, et je vais ajouter un petit peu de poudre d'oignon dans un instant. Si vous n'êtes pas très oignon, vous pourriez le mettre, c'est pas très grave. Je vais ajouter une belle moutarde de Dijon et de la levure alimentaire. Donc, au niveau de la levure alimentaire, là, pendant que je finis d'ajouter ça, je vous en parle. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. La levure alimentaire, ça se vend en petits flocons.
C'est une petite poudre jaune. J'en ai parlé un petit peu pendant la première saison. Pour les végétaliens, là, c'est un incontournable. On va toujours trouver ça dans un frigo de végétaliens parce que ça contient beaucoup de vitamine B12 qu'on retrouve généralement dans la viande. Donc, les végétaliens aiment beaucoup la levure alimentaire. Et dans un contexte comme aujourd'hui où on veut une belle sauce crémeuse qui a un goût réconfortant, presque fromager, la levure alimentaire est super intéressante parce que justement, elle va amener un petit goût fromage. Donc là, vous voyez, c'est pas assez chaud, donc je brasse pour vraiment amener le tout à ébullition parce que dès que ça va être à ébullition, la farine avec le liquide va vraiment ramener ma texture épaisse. Mais pendant que ça réchauffe un petit peu, de toute façon, j'ai une autre étape à faire et c'est que je veux ajouter encore plus d'onctuosité et de bons gras et de protéines à ma sauce. Donc, en attendant que ça chauffe un peu plus, moi, j'ai fait tremper des cachous et des noix de pin. Vous pourriez utiliser à peu près n'importe quelle noix. La noix de pin, je la trouve intéressante parce qu'elle amène encore là un petit goût forestier qui est très réconfortant. Donc, je les ai fait tremper dans l'eau pendant une nuit. Un 4-5 heures minimum, ça serait l'idéal. Et là, vous jetez vraiment toujours l'eau de trempage, vous rincez. Et je vais venir me faire une espèce de crème de noix. Donc là, je vais utiliser mon mélangeur. Pendant que ma sauce commence à bouillir tranquillement, vous voyez, je vais donner un petit coup de cuillère, ça sent bien. Et donc, je mets mes noix. Et là, je vais voir la texture. Au besoin, j'ai un petit peu d'eau pas loin. Je pourrais ajouter un petit peu d'eau si je trouve que la texture est trop épaisse. Je vais tout simplement venir mélanger ça et je vais venir l'ajouter à ma sauce. Donc, voyons voir qu'est-ce que ça va donner sans eau. Là, vous voyez, c'est pas très long. Alors, on va attendre que ça ouvre. Vous voyez, là, c'est trop consistant. Je vous le montre, là, mes noix. C'est un petit peu consistant à mon goût. Donc, je vais rajouter un petit peu d'eau, juste pour dire que je vais avoir une crème. Et vous voyez, pendant ce temps-là, ici, ça bout bien. Alors, mon eau qui est ici, je vais juste venir l'ajouter dans mon mélangeur. Je vais redonner un petit coup au mélangeur. Et ce ne serait pas très grave non plus s'il restait des petits morceaux de noix, mais moi, j'ai envie d'une belle texture onctueuse. Donc, je le repars. Je vais le mettre un petit peu moins rapide pour qu'il se mélange comme il faut. Et même que je vais aller vérifier. Ah, ça sent bien très bien. Je vais juste aller vérifier, en fait. Je vais gratter les rebords. Je surveille ma sauce du coin de l'œil. Ça va bien de ce côté-là. Donc, dernier petit coup ici au mélangeur. Pendant que ça se mélange, je vais venir brasser, baisser mon feu. Donc, c'est très beau. Faites attention, dépendant de la poêle que vous avez, pour pas que ça colle trop ou que ça brûle au fond. Et voilà, ici, ça devrait être bien beau. Donc, je vais ouvrir. Alors là, à cette étape-ci, ah oui, c'est beau. Ça va être vraiment bien onctueux. J'aurais pu rajouter plus d'eau aussi, mais moi, ça me convient comme ça. Je vous le montre, là. C'est quand même une belle texture. Donc, je viens carrément ajouter ça à ma sauce qui est déjà en train de bouillir, qui est en train de devenir bien onctueuse. Donc, on a nos noix. Et là, à ça, je vais venir ajouter les ingrédients qui me manquaient. Donc, ma levure nutritionnelle, mon ail, ma poudre d'oignon. Ensuite, ma moutarde de Dijon. Et là, j'ai voulu encore une fois rajouter des belles protéines végétales. Aujourd'hui, j'ai rajouté des lentilles à ma sauce. Donc, j'ai pris des lentilles déjà cuites. Vous pourriez les faire cuire à la maison. Que ce soit des lentilles brunes, vertes, corail, peu importe. Je vais mettre aussi un demi-citron. Le jus d'un demi-citron, vous pourriez en mettre plus, moins, dépendant de vos goûts. Je vais évidemment bien assaisonner aussi côté sel et poivre. Ce que je vais faire, je vais laisser mijoter encore quelques minutes, juste pour bien goûter avant d'assaisonner. Vérifions, avant d'ajouter du sel, on vérifie. Donc, je vais laisser mijoter quelques minutes et je vais vous revenir pour qu'on assaisonne, qu'on ajoute nos beaux légumes grillés, qu'on mélange tout ça avec les pâtes et qu'on se prépare à mettre ça au four. On est à l'avant-dernière étape de notre casserole. Donc, j'ai ma sauce qu'on a fait tout à l'heure, qui est super belle. J'ai donné un petit coup de fouet, juste pour défaire là, quelques grumeaux au niveau de la levure alimentaire ou de la farine. Donc, à ce stade-ci, je vais venir ajouter mes pâtes qui étaient déjà cuites. Donc, en ayant des pâtes comme ça, là, je viens un petit peu utiliser le concept
de macaroni au fromage. Là, je viens un petit peu tricher, surtout que là, j'ai utilisé des macaronis. Mes pâtes avaient le temps de refroidir un petit peu dans mon bol. Je vais les laisser réchauffer un petit peu dans la sauce et je vais venir en même temps ajouter mes légumes. Donc, je vais défaire mes pâtes un petit peu. Ils ont vraiment eu froid. Et voilà. Donc, je continue de mélanger juste après, mais là, je vais utiliser mes mains parce qu'encore une fois, je triche. Mes légumes ont eu le temps de refroidir un petit peu, donc je peux me permettre de les prendre à la main. Je les ai grillés tout à l'heure. Donc, je viens ajouter mes oignons, mes brocolis. Et là, pendant que je vais mélanger ça et que j'ajoute mes légumes, je veux vous mentionner, moi, aujourd'hui, je vais ajouter un fromage de chèvre. Un beau fromage cheddar, mais fait à base de chèvre. Et c'est la marque Riviera. Je vais vous montrer l'emballage dans un instant. Mais je le trouve intéressant pour les gens qui ne peuvent pas consommer de produits laitiers de vache, mais pour qui les fromages de chèvre et de brebis fonctionnent. Donc, je vous montre l'emballage tout de suite, là. Le fromage Riviera, celui-là, il se vend vraiment en bloc, version cheddar. Donc là, j'en ai râpé. Et vu qu'une casserole, c'est quand même intéressant lorsqu'on a un beau petit fromage fondu sur le dessus, on va venir gratiner le dessus de notre casserole avec le fromage. Donc, là, je vais prendre le temps de défaire mes pâtes et de vous revenir. Mais bref, une fois que tout ça va être bien mélangé, que mes pâtes vont être détendues dans la sauce chaude, je vais tout simplement venir verser dans un plat de service et venir parsemer de mon fromage que j'ai râpé, mon beau cheddar de chèvre. Et on va mettre au four environ 40 minutes. On veut que vraiment que les saveurs se mélangent là, à 350. Et on vous revient avec le résultat final bien gratiné au four. Alors voilà notre résultat final, notre casserole bien gratinée. Donc là, cette semaine, vous n'avez aucune excuse pour ne pas manger réconfortant et santé du repas principal jusqu'au dessert. La semaine prochaine, on s'attaque au repas le plus important de la journée, le déjeuner. Donc, on va vous offrir des trucs et des recettes toujours santé, mais surtout rapides. C'est un rendez-vous. Les IGA Famille Paquette de Trois-Rivières, commanditaire officiel de Manger Santé, guide simplifié, vous ont présenté cette émission. Les IGA d'Eschenaux et des Forges offrent les produits nécessaires pour réaliser les recettes de l'émission.